Bonjour, je m'appelle Mika Guerrier et vous écoutez Décrocher la Une. Au cours des dernières années, on a pu voir une explosion des recours au traumavertissement ou trigger warnings en anglais qui visent à éviter à des spectateurs de revivre leur traumatisme. On les voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, dans la foulée, entre autres, de dénonciations d'actes troublants. Mais ils sont aussi accolés à des contenus qui s'adressent à des publics plus grands pour ménager certaines sensibilités. Pourtant, selon des études récentes, même si les intentions derrière cette pratique sont nobles, les traumavertissements restent inefficaces. La journaliste culturelle Catherine Lalonde a fouillé le dossier et est avec nous aujourd'hui en studio. Bonjour Catherine. Bonjour Maker. Qu'est-ce qui t'a mis sur la piste des traumavertissements et pourquoi c'est pertinent d'en parler maintenant? La première fois que j'ai pris conscience de l'usage des traumavertissements, c'est à l'été 2020. Il y a eu une autre vague du mouvement, moi aussi, à ce moment-là, et je participais à un groupe de soutien en littérature. Je suis journaliste au devoir, mais je suis aussi poète. Et sur ce groupe de soutien, de partage, d'histoire, de vécu, il y avait des traumavertissements partout. Des traumavertissements et aussi des avertissements de contenu, ce qu'on appelle les CW, les Content Warnings. Et quand moi-même, j'ai voulu participer à ce groupe-là comme individu, les modératrices m'ont dit qu'il fallait que je mette un traumavertissement sur mon message. J'avais pas le choix, sinon il n'était pas publié. J'ai rechigné un peu, j'ai discuté un peu, j'étais pas nécessairement d'accord avec cette pratique parce que mon message ne me semblait pas non plus dangereux d'une manière quelconque ou sensible, mais c'était ça ou rien. Alors, je me suis moi-même mise à les utiliser dans ce contexte-là et depuis, je les ai vus se répandre un peu partout, particulièrement dans le milieu culturel, dans les salles de spectacle, à l'opéra et maintenant, on en voit même au début de certains livres. Donc, tu as été interpellé par le sujet et tu as voulu l'aborder de manière un peu plus structurée. Bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à cette expérience personnelle-là, moi, je me suis mis à les voir apparaître dans le milieu culturel. Et quand l'étude est sortie, quand on l'a vue au bureau, cette étude des universités Flinders et Harvard, cette méta-analyse qui rapporte les résultats de 12 études et qui dit que les traumavertissements ne sont pas efficaces, en fait, je me suis dit, bien voyons, ils sont partout. Ils apparaissent de plus en plus. Moi-même, qui est quelqu'un d'informé, de sensible au discours, je me suis mise à les utiliser et à les repérer. Alors, ça m'a vraiment intéressée parce que je voyais l'intention derrière cet avertissement-là. On veut faire attention aux gens fragiles. On veut faire attention aux gens fragiles qui vont lire des messages difficiles. Ça, c'est noble, mais ça ne fonctionne pas selon la littérature présentement. Fait que ce paradoxe-là, je l'ai trouvé super intéressant, particulièrement dans le fait où ces avertissements-là se multiplient. Si on revient à cette étude des universités Flinders et Harvard, donc c'est une méta-étude qui se base sur 12 autres études empiriques qui ont été faites auparavant. Qu'est-ce qu'elle disait, cette étude-là? Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux et qui t'a poussé à approfondir le sujet? Une méta-étude, tu l'as dit, c'est quand on croise les résultats de plusieurs études ensemble pour tirer une conclusion plus large. Ce qu'elle disait, c'est que les traumavertissements n'ont pas l'effet qu'on attend d'eux. Ils n'aident pas à éviter à faire revivre des traumatismes aux gens qui en ont souffert. Quand les traumavertissements ont un effet, c'est un effet négatif, en fait. Ils créent de l'anxiété chez la personne qui lit le traumavertissement. Entre le moment où elle se fait dire « attention, il y a un contenu sensible » et le moment où elle va être en contact avec ce contenu-là ou cette œuvre-là, il y a un moment d'anxiété ou d'angoisse. Ça, c'est quand on a un effet. OK, parce que parfois, ça n'a aucun effet. Parfois, ça n'a aucun effet. Et les études ne relatent aussi aucun effet positif du traumavertissement. Pour être précis, il faut distinguer et définir de quel genre d'avertissement on parle. Exactement, puis c'est là que c'est compliqué et fascinant.
Quand on parle de traumavertissement, on parle d'un avertissement qui cherche à prévenir des gens qui auraient souffert d'un traumatisme. Attention, le contenu que vous allez voir pourrait vous donner des flashbacks ou faire revivre une expérience traumatique passée. Là, on s'adresse aux personnes qui souffrent de choc post-traumatique. C'est 3 % des gens qui sont diagnostiqués au Québec. Dans une étude récente en 2021 de Statistique Canada, on recensait 6 % des Québécois qui disaient avoir des symptômes de choc post-traumatique probables. Okay. Ça, c'est un réel traumavertissement. C'est l'intention qui est derrière. Mais dans la façon dont on les utilise et dont on les lit, ils se mélangent avec toutes sortes d'autres avertissements. Les avertissements en début de film, Meeker, par exemple, on est habitué de les voir. Oui, ce film s'adresse à un public mature. Exactement. Ça vient des États-Unis, 1968. Et le but de ça, c'est de nous dire qu'est-ce qu'il va y avoir dans le film pour que les parents puissent décider s'ils montrent à leurs enfants, s'ils le regardent avec leurs enfants ou pas. Ce sont des avertissements moraux. Oui, on dit qu'il peut y avoir du sexe, du langage difficile. De la violence. Exactement, même usage de tabac. Mais ce ne sont pas des avertissements qui visent à éviter des traumatismes. C'est des avertissements qui servent de médiation culturelle et d'aide parentale. On a des avertissements aussi qui sont purement médicaux. Tu as déjà dû aller dans un spectacle de musique ou de théâtre où on t'a prévenu à l'entrée qu'il allait avoir des effets lumineux ou stroboscopiques. Oui, et que les gens, par exemple, qui souffrent d'épilepsie, doivent éviter d'assister à ce spectacle ou de regarder cette œuvre sur un écran. Parce que ça peut déclencher des crises d'épilepsie. Ça, c'est purement responsable de mettre ça à l'entrée d'une salle. Mais là, on s'en va de plus en plus dans un mélange d'avertissements qui se présentent des fois comme un traumavertissement, des fois non, et qui deviennent des espèces d'avertissements à la sensibilité. Attention, il va y avoir du contenu raciste. Attention, on va relater des expériences traumatiques qui peuvent réveiller les vôtres. Attention, on va parler de viol, d'agression sexuelle, ou on va utiliser des mots issus d'un contexte historique passé. Ça devient de plus en plus vague. Et dans ces avertissements-là, on ne cherche plus à protéger quelqu'un de revivre un trauma. On cherche à prévenir les gens de ce qu'ils vont voir et à éviter tout choc face à ce qu'ils vont voir. Et c'est là que ça devient nébuleux, sensible et un peu compliqué parce qu'il y a des exemples où on avertit, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Une des grandes confusions qui entoure le traumavertissement, et ça tient peut-être du mot même traumavertissement, c'est qu'on l'imagine comme un outil qui peut aider les personnes qui souffrent de choc post-traumatique, alors que ce n'est pas recommandé par les psychologues, ce n'est pas un outil qui va être utilisé. Entre autres, m'expliquait Pascale Brion, qui est une spécialiste, une psychologue à l'UQAM, qui enseigne aux futurs psychologues et qui est aussi directrice de l'Institut Alpha, spécialisé en traitement de l'anxiété et traitement du choc post-traumatique. C'est quand tu vis un traumatisme, tu peux intégrer ce qu'elle appelle toute la structure de peur traumatique, tout ce qui fait partie de l'événement peut faire partie pour toi du traumatisme. Ça veut dire le son ambiant, la lumière, l'odeur, la texture du tissu sur ta peau, le geste même, le type de personne qui est ton agresseur. C'est impossible de mettre un traumavertissement précis pour aider une personne qui souffre de reviviscence, qui souffre de flashback face à un traumatisme comme ça. Sachant que le tissu traumatique, la peur traumatique est faite d'autant d'événements, d'autant de petits fils sensibles comme ça, on peut à peu près pas deviner qu'est-ce qui va déclencher, qu'est-ce qui va servir de trigger chez quelqu'un qui a été traumatisé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les symptômes de choc post-traumatique, on a l'évitement. Quand on évite une situation, c'est un symptôme. Ce que Pascale Brion m'expliquait, c'est quand ils vont accompagner quelqu'un, ils vont plutôt opter pour une exposition. Parce que quand on évite, le quotidien est encore influencé par ton choc. Alors, ils vont chercher, les psychologues, les équipes, à accompagner la personne à s'exposer peut-être lentement, peut-être graduellement, mais à s'exposer tranquillement à ce qui déclenche les réviviscences, les flashbacks, pour qu'éventuellement la résilience se développe et que le traumatisme passe au passé et n'altère plus la vie quotidienne.
Décrocher la une revient après ceci. Donc, si je comprends bien, Catherine, ce que tu nous expliques, c'est que le traumavertissement qu'on voit sur les médias sociaux est un peu mélangé dans le même sac que d'autres avertissements beaucoup plus précis. Par exemple, les avertissements légaux, les avertissements de sensibilité de contenu, les avertissements médicaux, alors que le traumavertissement sur les médias sociaux n'a pas de fonction thérapeutique confirmée. Il ne va pas éviter aux personnes traumatisées nécessairement de revivre leur traumatisme. Dans le fond, ce que tu nous dis, c'est que ça s'est installé dans la culture populaire. Comme une espèce de politesse émotive, en quelque sorte. Madame Brion me disait qu'à l'université à l'UQAM, ils ont dû rajouter un traumavertissement sur le cours ciblant le traitement post-traumatique pour rappeler aux étudiants qu'on allait, dans ce cours-là, parler de trauma à des futurs psychologues. Elle-même doute fortement de l'efficacité des traumavertissements, mais me dit que pour l'instant, il conservait le traumavertissement sur le cours parce que les étudiants le voyaient comme une forme de politesse. Et que si les étudiants le voulaient, ben il n'y avait pas de mal et on allait le laisser. Il faut quand même souligner une certaine ironie ici. Il y a certainement des paradoxes. Alors, l'autre question qu'on se pose, c'est ça vient d'où dans ce cas-là s'il n'y a pas de preuves scientifiques irréfutables que le traumavertissement est efficace? D'un désir de faire attention. On ne sait pas exactement quand c'est apparu, mais les spécialistes qui se penchent sur l'histoire des traumavertissements, entre autres Isabelle Arsenault, qui est professeure de littérature à l'Université McGill, qui est en train de préparer un livre sur l'art d'enseigner à l'ère des traumavertissements, a redécouvert, en fait, est allé vérifier dans la littérature anglaise, autant populaire que savante, que l'apparition des traumavertissements se voit 90-2000 sur les forums de discussion féministes, justement dans des groupes de partage, où on parle d'événements difficiles et où tout d'un coup, ils apparaissent. Là où c'est assez amusant, si je peux me permettre, c'est que c'est récupéré ensuite par la culture des fans, la fanfiction. Alors, on se retrouve sur des sites comme LiveJournals ou ces sites où on tient des journaux pas intimes, où on reprend des éléments de la culture populaire pour refaire des fictions avec des personnages de Star Trek ou de Star Wars ou de 50 nuances de gris en changeant l'aventure selon notre goût parce qu'on est un super fan. Bien, sur ces sites-là, il y a une politique hyper rigoureuse de ce qu'on affiche. Il y a une utilisation presque systématique des traumavertissements et c'est beaucoup sur ces sites-là aussi où on va enfreindre allègrement la loi, où il va y avoir des scènes carrément obscènes, où on va rapporter les scènes les plus crues, ou des fois même, il va y avoir des scènes de pédophilie. Fait que là encore, il y a un paradoxe. Et ensuite, on voit les traumavertissements entrer à l'université et de là se propager et se répandre de plus en plus. On l'a beaucoup vu dans la foulée du mouvement Moi aussi, et c'est vraiment à ce moment-là venu de manière plus directe aussi sur les réseaux sociaux. Ça a sorti des groupes privés. On a parlé des traumavertissements sur les réseaux sociaux et de comment ça s'est répandu dans la culture populaire. Toi, comme journaliste culturel, comment tu en vois la manifestation dans les productions? Ça apparaît de plus en plus, soit à l'entrée des salles, au Théâtre Labordé, la dernière production. Il y a un avertissement de sensibilité à Québec. Le dernier livre de David Goudreau, Maple, chez Stankey, il y a un traumavertissement au début qui prévient qu'il va y avoir à peu près tout dans le livre qui va passer. L'Opéra de Montréal, en novembre dernier, La beauté du monde, dans le programme, on prévenait qu'il allait avoir des symboles nazis sur scène. À Québec, au Musée national des beaux-arts de Québec, présentement, ils ont une exposition, Evergone, Théâtre de l'intime, où non seulement on avertit qu'il va y avoir une salle avec des photos de nudité et de sexualité peut-être un peu directes, mais on a fait 2 trajets. Carrément 2 parcours où, une fois qu'on est devant cet avertissement-là, on peut décider d'éviter le parcours avec les photos peut-être plus crues, alors que Evergone, c'est une part essentielle de sa démarche artistique de montrer ce qui ne doit pas être vu dans le corps. Donc, ça pose des questions sérieuses sur l'art aussi et sa fonction. Oui, exactement. Et jusqu'à quel point est-ce qu'une œuvre peut éviter de provoquer un choc?
Les grandes œuvres en général qu'on rencontre, ou les petites œuvres qu'on rencontre fortement, elles viennent avec un choc esthétique. Et avec ce choc-là, il y a des bouleversements émotifs. C'est un choc esthétique qui vient avec de grandes émotions. Quand on est une institution culturelle, on doit avoir cette espèce de jeu de funambulisme, de vouloir accueillir des publics qui sont peut-être fragiles et vulnérables. Mais comment le faire sans chercher à éviter ces chocs-là qui sont essentiels, en fait, à comprendre ce que l'art peut nous faire? Et tu as parlé avec le directeur de conservation d'un musée qui t'expliquait pourquoi est-ce qu'on les utilise, ces traumavertissements. Le Musée national des beaux-arts de Québec, Guillaume Savard, qui est directeur de la conservation, expliquait que c'est vraiment dans cette vision du musée de vouloir être inclusif, d'offrir des approches plus diversifiées, de vouloir offrir, et c'est ces mots, un espace sécuritaire. Le Musée des beaux-arts de Montréal tient à peu près le même discours. Comment être inclusif et sécuritaire et accueillant, c'est leur question qui souvent les amène à vouloir prévenir. Et parfois, ça vient même des artistes. Stanley Février a eu des expositions à Québec et à Montréal, au musée que j'ai nommé, et c'était à sa demande qu'on mettait un avertissement de contenu à l'entrée des salles d'exposition. Et ça, c'est particulier, parce que dans les protocoles des musées, tu cherches autant que possible à respecter les demandes des artistes. Ce qui m'intéresse particulièrement dans le cas des musées, c'est que dans toute leur vocation, ils ont aussi vocation scientifique. Quand un musée utilise un traumavertissement, c'est la même chose que quand une université, domaine du savoir, utilise un traumavertissement. Ils nous disent en quelque sorte que c'est légitime et que ça fonctionne. Alors quand eux les utilisent, ils deviennent un exemple que cette utilisation devrait être efficace. C'est là qu'il y a encore un paradoxe. Et de là, toutes les questions qu'il y a à se poser, des questions intéressantes sur l'utilisation qu'on fait de ces traumavertissements, parce que la science dit que ce n'est pas efficace pour éviter aux traumatisés d'être heurtés, mais à l'inverse, le public semble y être attaché comme une forme de politesse moderne. Isabelle Arsenault, professeure de littérature à McGill, qui est en train d'étudier l'histoire des traumavertissements, se posait une question super intéressante qui était un peu le corollaire, qui est qu'est-ce qu'on fait pas pendant ce temps-là? Qu'est-ce qu'on fait pas en santé mentale? Elle s'attarde particulièrement sur l'exemple des universités. Et elle dit c'est indéniable que la santé mentale des étudiants sur les campus ne va pas bien. Peut-être qu'il faudrait s'attaquer directement à trouver des solutions pour aider la santé mentale des étudiants, pour les aider à aller mieux. Ce qui ressort pour moi, c'est que ça révèle vraiment la nécessité de penser la sécurité émotive des publics, des visiteurs, des étudiants, de penser comment on peut l'aider. Cette intention-là, elle est belle, elle est bonne, elle est noble, comme l'intention de vouloir être inclusif, comme l'intention de vouloir être plus diversifié, comme l'intention de vouloir accueillir mieux les gens les plus vulnérables. Maintenant, il faut aussi des manières efficaces de le faire. Il faut surtout des manières efficaces de le faire. Donc, en se disant que vaut mieux prévenir que guérir, on oublie de guérir. Et voilà. Et on pense que c'est inoffensif et qu'on perd rien à le faire, que c'est un geste gratuit. Mais non, il y a des effets négatifs et jusqu'à maintenant, dans la littérature scientifique, il n'y a pas d'effet positif recensé. Catherine Lalonde, merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet très sensible et, disons, complexe avec nous. C'est bellement complexe. Merci de m'avoir accueilli. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Mika Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard. À la recherche, Félix Deschênes. Notre thème musical est signé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.